Merci Farida, on se connaît bien avec Farida, donc voilà. Je voulais remercier aussi le président de la PLF et le comité scientifique de leur invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas pour les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Donc on commence par le sujet de la vitamine D, et l'idée de cette présentation, c'est parce qu'on a produit des nouvelles recommandations. Alors, ça marche pas. Si, bon, on va faire comme ça. Voilà, on a produit des nouvelles recommandations de supplémentation en vitamine D en France. Et donc, c'est un travail qui a été fait donc avec Patrick Tougnan, que vous connaissez évidemment très bien, et aussi beaucoup avec Justine Baqueta, qui est pédiatre néphrologue et qui est très impliquée dans le métabolisme phosphocalcique. Donc, c'est un travail de groupe. Et quand on fait des recommandations, il faut impliquer beaucoup de personnes de toutes les spécialités différentes, surtout que la vitamine D a des actions sur beaucoup d'organes et dans beaucoup de pathologies. Donc du coup, on a vraiment fait un travail de groupe, et il faut aussi que quand on produit des recommandations, il y ait une relecture par beaucoup de personnes pour savoir si ce qu'on dit, c'est vrai, c'est pertinent ou pas. Donc vous pourrez aussi donner votre avis là-dessus. Alors quand on parle de vitamine D, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'en fait, le mot vitamine D, ça regroupe plusieurs hormones, et il faut vraiment savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Alors la vitamine D, c'est un dérivé du cholestérol qui est hydroxylé plusieurs fois. Voilà, donc il peut être hydroxylé dans la peau sous l'effet des UVB pour produire une molécule qui s'appelle le cholécalciférol. C'est la même chose que ce que vous prenez quand vous avalez une ampoule de vitamine D ou les gouttes de vitamine D que vous donnez aux enfants. Donc ça, on appelle ça la vitamine D, mais ce composé n'a aucune activité biologique puisqu'il n'a pas d'affinité pour le récepteur de la vitamine D. Donc il va subir une première hydroxylation dans le foie par la 25-hydroxylase, et ça va produire un composé qui s'appelle la 25-OHD, qui est le composé qui circule dans le sang et qu'on va doser quand on prescrit le dosage de la vitamine D. Et donc là, on va doser cette 25-OHD qu'on appelle aussi communément la vitamine D, mais c'est déjà pas la même molécule. Donc cette 25-OHD, je dirais, elle n'a pas non plus d'activité biologique, et c'est le stock de vitamine D. Elle a une demi-vie très longue de 30 jours. Donc c'est pour ça que ce dosage a vraiment une pertinence clinique. Sa valeur biologique a une véritable pertinence clinique. Et donc, comme il n'a pas d'activité biologique, il faut qu'il y ait une deuxième transformation. Et donc, cette deuxième transformation, c'est l'étape vraiment clé. C'est l'étape qui est régulée et qui se produit dans le rein par une enzyme qui s'appelle la 1-alpha-hydroxylase, et dont on reparlera un petit peu plus tard, essentiellement dans le deuxième topo sur les pathologies de la calcémie. Et donc, cette hydroxylation, elle est très, c'est une étape qui est très contrôlée, qui peut être modifiée par des médicaments, enfin par beaucoup d'effecteurs, et qui va produire le composé qui est, lui, le métabolite actif, qui est la 1,25-dihydroxyvitamine D, qu'on appelle le calcitriol, et qu'on pourrait aussi appeler la vitamine D actif. D'accord ? Donc celui-là, il a une demi-vie très courte de 6 heures. Donc en fait, quand on le dose, et le temps de récupérer le résultat, vous savez déjà, enfin, la concentration peut déjà avoir changé. Donc finalement, les dosages de 1,25, ils n'ont pas tellement à part dans certaines situations très particulières, il y a très peu d'indications du dosage du calcitriol. Et donc l'action principale, la cible, le tissu cible de la vitamine D, c'est le tube digestif, puisqu'elle va se lier à son récepteur à cet endroit-là et favoriser l'absorption intestinale du calcium et aussi du phosphore. Mais ce qui nous intéresse là, c'est essentiellement le calcium. Et donc faire monter la calcémie, avoir toutes ces actions, etc. Donc voilà, toutes ces étapes se font grâce à la liaison à un récepteur qui est un récepteur intracellulaire, et c'est comme ça que vont se faire toutes ces actions biologiques. Le récepteur de la vitamine D dans les cellules du tube digestif, la vitamine D, c'est donc un dérivé du cholestérol, c'est un stéroïde. C'est une molécule lipophile, elle traverse la membrane lipidique, et puis elle se lie à son récepteur à l'intérieur de la cellule, et elle va activer tout un tas de transcriptions de gènes, et c'est comme ça qu'on va avoir les effets de la vitamine D. Donc
je vous ai parlé des effets vraiment qu'on connaît tous très bien, les effets traditionnels. L'effet très important, c'est l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Mais il y a d'autres effets de la vitamine D qui sont majeurs. Et elle a vraiment des actions pléiotropes. Elle a des effets bénéfiques sur la santé globale des enfants comme des adultes. Elle a un effet antiprolifération, anticancéreux. Elle régule l'apoptose et l'angiogénèse. Il a été démontré aussi qu'elle avait des effets anti-inflammatoires, antibactériens, anti-hypertenseurs et dans la grossesse pour diminuer la prématurité. Donc il y a vraiment des effets globaux, ça a vraiment un effet bénéfique sur la santé globale. Donc c'est pour ça qu'il y avait une indication à réactualiser. Il faut réactualiser de temps en temps les recommandations au vu de l'état de santé de la population pour savoir où est-ce qu'on en est. Et donc dans le contexte en France, mais un peu partout, il y a la carence en vitamine D très importante. Il y a encore du rachitisme, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a aussi des surdosages en vitamine D. Et donc les recommandations, elles doivent tenir compte de tout ce contexte pour se mettre entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de carence en vitamine D, mais que non plus on ne prenne pas de risque de surdosage. Alors, il existe déjà des recommandations, il y en a, voilà. Il y a en particulier une société européenne qui a produit des recommandations qui sont plutôt pertinentes, qui est le l'ESPGHAN, donc la Société européenne de gastro-entéraux-pédiatrique, qui a produit donc qui a défini la carence en vitamine D, donc comme un taux en dessous de 50 nanomol par ml, donc ça fait à peu près 20 nanogrammes, pour ceux qui parlent en nanogrammes, et qui a fait des recommandations très minimalistes. Et en fait, donc ça c'est très intéressant parce que la recommandation est très simple. Donc comme ça, le message est clair. C'est-à-dire que tous les enfants devraient recevoir au moins 400 unités de vitamine D. Voilà. Donc si on a ça dans la tête, ça c'est une prévention globale du rachitisme dans la population en général qu'on peut appliquer en Europe et dans le monde. En France, il y avait des recommandations depuis 2012 que vous devez connaître, qui avait été faite et qui est de donner des recommandations pour donner à peu près 1200 unités jusqu'à l'âge de 18 mois. Et puis on s'arrêtait, il y avait un trou entre l'âge de 5 ans et 12 ans, puis on reprenait la supplémentation au cours de la puberté. Et il y avait une différence entre les enfants allaités et pas allaités. Alors elles étaient très proches des besoins des enfants, mais un peu compliquées dans l'application. Donc, et 2012, c'était il y a 10 ans. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait une décision de refaire ces recommandations. Alors, l'autre chose qu'on peut dire, c'est est-ce que quand on supplémente la population en vitamine D, est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que ça va modifier les taux de vitamine D dans la population? Donc là, la réponse est oui. Donc en fait, comment est-ce qu'il faut lire ce graphe? C'est l'évolution au cours du temps, donc de 2000 à 2017, 2000 à 2017. C'est des patients qui ont des enfants qui ont un déficit profond en vitamine D. Donc au départ, ils ont des taux entre 0 et 10, et c'est le pourcentage d'enfants. Et vous voyez que quand on supplémente la population en vitamine D, en 2000, vous avez entre 4 et 10% des enfants qui ont un taux de vitamine D très 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 bas, entre 0 et 10 nanogrammes par ml. Et si vous supplémentez de façon régulière la population en vitamine D, 10 ans après ou 7 ans après, vous n'aurez plus que 3% de la population qui aura un taux effondré de vitamine D. Donc les politiques de supplémentation en vitamine D, elle fonctionne bien. Si on regarde le graphe qui est tout à droite, c'est les enfants qui ont un surdosage en vitamine D. Donc quand vous instituez une politique de supplémentation en vitamine D, une politique active avec de la communication auprès de la population générale, etc., le nombre d'enfants qui va avoir un risque de surdosage en vitamine D augmente en parallèle. Donc on sait bien, mais on prend quand même quelques risques pour quelques enfants. Il faut juste avoir ça un petit peu en tête. Comment est-ce qu'il faut supplémenter? C'est quoi le meilleur moyen? Alors là,
il n'y a pas la réponse à la question sur la diapositive, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, c'est très variable d'un enfant à un autre. C'est ça qui est dessiné sur cette diapositive. Là, au départ, c'est les taux de vitamine D des personnes. Et c'est des personnes qui reçoivent 2000 unités par jour pendant 6 mois. Et on redose 6 mois après. Et en fait, c'est hyper variable d'une personne à l'autre. Donc, il y a une variabilité de la réponse à la prise de vitamine D qui est énorme. Vous ne pouvez pas savoir quel va être le taux de vitamine D d'une personne quand vous lui donnez de la vitamine D. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de toxicité à donner des doses de charge du moment que la dose de charge n'est pas trop élevée et que le risque d'hypercalciurie a été évoqué à partir de 100 000 unités, d'une dose de 100 000 unités. Donc on peut donner jusqu'à 100 000 unités sans problème, mais on ne donne plus de doses dans les recommandations, on a écrit qu'il ne fallait plus donner d'ampoules de 200 000 unités. Voilà, parce qu'il y a quasiment systématiquement des hypercalciuries qui suivent ces ampoules de 200 000 unités. Et donc le risque peut être, après il y a l'hypercalciurie, mais il peut y avoir aussi l'hypercalcémie. Donc on peut donner en quotidien, on peut donner des ampoules, 50 000, 80 000, 100 000, mais le risque, c'est l'hypercalciurie après les ampoules de 100 000. Voilà, donc ces administrations en dose unique, elles sont bien tolérées, elles sont efficaces. Mais on ne sait pas très bien sur le taux qu'on peut obtenir de façon régulière chez les enfants. Alors, le gros problème, c'est l'observance. Hein, et en fait, l'application des recommandations, elle n'a quasiment pas été, elle n'a pas été évaluée. En tout cas, pas en France. Je ne sais pas très bien au Maroc, mais alors en France, pas du tout. Donc là, c'était une thèse qui avait été faite à Lyon, qui avait regardé un petit peu. L'étudiant avait fait des questionnaires chez des praticiens libéraux pour évaluer quelle était la prise, est-ce que les enfants étaient supplémentés en vitamine D. Donc chez les petits, 0 à 18 mois, 97% des enfants sont supplémentés en vitamine D. Donc ça c'est vraiment, d'ailleurs ils vont chez le pédiatre, hein, là il y a des bonnes pratiques, ça marche très bien. 1 à 5 ans, on descend déjà à 42%, et 10 à 18 ans, là on tombe à 25%, et les causes principal, c'est parce que les patients et les médecins oublient soit de prescrire, soit de prendre. Donc la faute, elle est bilatérale, hein, il n'y a personne à blâmer. C'est les principaux freins à la supplémentation. Alors, l'autre contexte dans lequel ont été faites ces recommandations, c'est donc on est dans des pays où il y a une forte prévalence de la carence en vitamine D, et donc chez l'enfant c'est particulièrement vrai. Donc le seuil de la définition de la carence en vitamine D, c'est en dessous de 20 nanogrammes par ml. Donc tout ce qui est en dessous, c'est carence en vitamine D. En dessous de 10 nanogrammes par ml, c'est carence sévère, avec un véritable risque de rachitisme et de pathologie induite. Donc l'objectif des recommandations, c'est d'éviter de se trouver dans cette zone en dessous de 10 nanogrammes par ml. Et donc en fonction des études, les enfants sont on a entre 40 et parfois il y a des études dans lesquelles il y a 90% des enfants, ça c'est peut-être un peu surestimé, mais en gros il faut estimer que 40% des enfants ont des taux en dessous de 20 nanogrammes par ml, donc sont carencés. Et bien évidemment, je ne vous ai pas mis la diapositive là, mais il y a une évolution saisonnière. Hein, et donc, vous êtes plus carencé en mars-avril que vous l'êtes en septembre-octobre, hein, quand vous sortez de l'hiver. Qu'est-ce qui influence la carence en vitamine D? Donc, il y a plusieurs facteurs qui l'influencent. Et donc, ça, c'est les vêtements couvrants, l'absence d'exposition au soleil, l'obésité,
Les femmes sont aussi plus souvent, les femmes jeunes sont aussi plus souvent carencées en vitamine D, l'origine ethnique et évidemment les enfants qui ne sont pas supplémentés en vitamine D. Alors quand on parle d'origine ethnique, pourquoi il y a cette différence de taux de vitamine D chez les patients avec une peau foncée versus les patients avec une peau claire? C'est pas que le défaut ou le problème d'hydroxylation dans la peau. C'est aussi une question génétique. En fait, dans la population d'origine africaine, il y a un variant génétique dans la protéine porteuse de la vitamine D qui va diminuer le taux de vitamine D libre circulante. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a des taux de vitamine D libre circulant qui vont être plus faibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie différence dans les taux de vitamine D. Donc le dernier point sur lequel, un autre point sur lequel il est important de faire des recommandations, et ça, c'est important à apprendre aux jeunes et aux internes, aux étudiants en médecine, c'est que le rachitisme, c'est une maladie qui existe toujours. Et donc, ils doivent connaître, donc ça, j'en reparlerai dans le deuxième topo, ils doivent connaître les signes cliniques et les signes biologiques du rachitisme pour les reconnaître. Et malheureusement, on en voit encore, et c'est une maladie dont on peut décédés. Et d'ailleurs, au niveau européen, français et mondial, l'incidence du rachitisme augmente. Donc ça, ça a été très clairement démontré. Et donc, alors que jusque dans les années 2000, la politique de supplémentation était plutôt vers une augmentation des doses de vitamine D, entre 2000 et 2020, il y a eu des variations dans les politiques de supplémentation en fonction des continents et des pays. Et donc il y a eu une espèce de désaccord global qui a pu aboutir à cette augmentation d'incidence des rachitismes. Donc il y avait des pays qui supplémentaient beaucoup moins, d'autres beaucoup plus. Et le discours n'était pas du tout homogène. Et enfin, le dernier point du contexte de ces recommandations, c'est le fait qu'il y a, comme je vous disais, certains patients qui font des surdosages en vitamine D. Et donc, il y a eu en France un message d'alerte qui a été issu de l'ANSM, donc de l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour alerter les médecins, les parents sur la supplémentation en vitamine D, sur le fait que la vitamine D est un médicament. C'est un médicament qui doit être prescrit par un médecin. Et qu'il faut faire très attention à la substitution par les compléments alimentaires. La vitamine D qui est présente dans les compléments qu'on achète en pharmacie ou les compléments qu'on achète sur Internet, puisqu'on ne connaît pas la concentration qu'il y a dans ces compléments et qu'il peut y avoir des erreurs absolument majeures. Et donc, la plupart des cas d'hypercalcémie ou de surdosage en vitamine D ont été secondaires à des erreurs, en fait, dues à ces substitutions de vitamine D. Donc, par exemple, je vous montre, ça c'est le dernier patient qu'on a eu. Vous voyez ces deux flacons qui se ressemblent vraiment, hein. C'est le flacon de Zimadé, vous avez 300 unités par goutte. D'accord. Et donc, dans ce flacon, c'est aussi écrit, vous voyez, c'est écrit 10 000. Là aussi, c'est écrit 10 000, mais là, c'est 10 000 par ml, et là, c'est 10 000 par goutte. D'accord. Donc, en fait, la mère, elle substitue, elle voit écrit 10 000, donc elle donne 3 gouttes là, elle donne 3 gouttes là, sauf que là, elle donne 900 unités, et là, elle donne 30 000 unités par jour. Donc, il y a un vrai risque à cette substitution qui a abouti récemment à une augmentation significative des cas d'hypercalcémie et de surdosage en vitamine D. Ça a des conséquences qui ne sont pas du tout négligeables, hein, l'hypercalcémie, et qui sont définitives comme la néphrocalcinose. Donc les nouvelles recommandations, donc elles ont été faites selon une méthodologie qui était stricte, hein, donc revue de la littérature, gradation du niveau de preuve, etc. Un gros travail, Monsieur Tougnan va pouvoir témoigner. Et puis une proposition de recommandation qui est faite par le groupe d'experts. Alors, est-ce qu'il faut doser la vitamine D ? La réponse est
Déjà, tout le monde n'est pas d'accord. La réponse est non. La réponse est non. On ne dose pas la vitamine D dans la population générale. D'accord ? On supplémente. Il y a trop d'enfants, sinon ça coûte trop cher. Donc on supplémente. On supplémente sans regarder. Et voilà, on supplémente. Comme je vous ai dit, il y a une telle variation. Si vous commencez à doser la vitamine D, vous vous arrêterez plus. Donc un enfant qui va bien, on ne dose pas la vitamine D. L'indication des dosages de vitamine D, c'est les enfants à risque, donc les pathologies chroniques, la prématurité, enfin bon, il peut y avoir plein de raisons, mais c'est la pathologie, on est d'accord ? Et là, on veut atteindre entre 20 et 60 nanogrammes par ml. Voilà, il faut au moins 20. L'idéal, ça serait même 30, mais c'est très difficile à atteindre. Quelle supplémentation il faut ? Donc là, l'objectif, c'est la simplification et l'alignement sur les recommandations européennes. Donc c'est 400 unités par jour, de la naissance à 18 ans, tous les jours, si on peut. Voilà. Donc c'est ce qui est en bleu. 400 unités par jour de 0 à 2 ans, puis de 2 ans à 18 ans. Pour les enfants à risque, dès que vous avez un facteur de risque, donc obésité, maladie chronique, maladie de Crohn, n'importe quelle situation où vous ne pouvez pas recevoir correctement ou produire correctement votre vitamine D, on double la dose, 800 à 1600. Okay. Et s'il y a un problème d'observance, je suis désolée parce que le vert, ça n'a pas l'air de passer très bien. S'il y a un problème d'observance, on peut utiliser les doses de charge à la place des doses quotidiennes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne donne pas de 100 000 unités. Donc si vous faites le calcul, j'ai mis les doses de charge ici, ça correspond à la même chose, c'est-à-dire ça correspond à 400 ou 800 unités par jour ou à 600, 1600 unités par jour. D'accord ? Donc en gros, 50 000 unités tous les trimestres ou 80 000 ou 100 000 en début et fin d'hiver. Donc c'est assez, normalement, c'est assez simple et on peut s'en sortir comme ça. Alors, la vitamine D, ça ne marche que s'il y a du calcium, parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein. Donc, les deux vont toujours ensemble. Donc, dans ces recommandations, il y a également une section sur le calcium qui est très utile et qui a essayé également d'être simple. Donc, la définition, d'abord, l'évaluation des apports en calcium, elle se fait par l'interrogatoire. Il faut faire un interrogatoire très simple. Vous pouvez trouver des questionnaires sur Internet si vous voulez, mais on évalue très rapidement les apports en laitage, etc. Et on va essayer de calculer la carence après l'âge de 2-3 ans. La carence est définie par des apports en dessous de 300 mg par jour et des apports suffisants par des apports au-dessus de 500 mg par jour. Et donc, si les enfants n'ont pas suffisamment d'apports en calcium, il faut les supplémenter. Hein, parce que pour la croissance, en particulier au cours de la puberté, c'est un élément qui est nécessaire à la croissance et à l'acquisition de la masse osseuse. Donc ça, c'est vraiment un point majeur. Le mieux, c'est évidemment d'augmenter le calcium dans l'alimentation plus que de prescrire un médicament. Hein. Donc voilà, les points importants de ces recommandations, c'est une volonté de simplifier, si on peut, hein, voilà. Et l'objectif, c'est la prévention du rachitisme sans être toxique, aussi, donc sans avoir de risque de surdosage, et en faisant en même temps un message de communication sur le fait que la vitamine D est un médicament, que ça n'est pas un complément alimentaire, ça n'est pas un perturbateur endocrinien, et donc il faut, c'est un point important, hein, et donc il faut communiquer auprès des familles sur ce sujet-là et qu'il faut essayer de favoriser la supplémentation quotidienne, même chez les enfants plus grands, mais on sait tous que ce n'est pas très facile. On applique la même chose dans les DOM-TOM et les patients à risque, les enfants prématurés, on utilise des doses un tout petit peu plus élevées également. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour les questions.